Bonsoir Chloé. Salut Elisa. Je suis ravie de te rencontrer et de profiter de ce moment pour que tu puisses nous partager un petit peu déjà qui tu es, quel est ton parcours, parce que tu as un parcours qui est assez atypique. Ouais, un peu bizarre. Avec des rebondissements très sympas. C'est clair. Et puis peut-être aussi que tu nous parleras peut-être justement de ces transitions, des difficultés que tu as pu rencontrer. Du coup, voilà, je m'appelle Chloé Mullier. Ouais. Et en fait, je suis à l'origine, j'étais chercheur. Donc j'ai commencé ma carrière, soi-disant, avec une thèse en recherche et une thèse en économie en fait, de recherche. Et ensuite, j'ai commencé à travailler un petit peu dans des différents labos. Et j'ai fait notamment un moment, une pause pendant ma thèse, justement, dans un cirque équestre. Donc je suis devenue cavalière voltigeuse pendant à peu près 1 an, quoi. Déjà, c'est une sacrée pause dans un parcours super académique. C'est ça. T'arrives cascadeur. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? En fait, je pense que j'ai saturé un peu de toutes les études que j'avais pu faire avant. En fait, j'avais déjà énormément fait de choses dans différents domaines. J'avais fait une école de commerce. Après mon école de commerce, j'ai fait un master d'écologie. Je voulais faire des choses dans le domaine de la nature. J'avais plein d'idées en fait. Et ça pétillait voilà. Et puis on m'a dit ouais, mais si tu fais une thèse, tu verras, tu pourras partir dans les organismes internationaux, gna gna gna. Bon. Et je m'étais partie en thèse, mais sans vraiment de conviction. Tu vois, je suis partie un peu là-dedans comme ça. Et là, j'ai vraiment saturé. Ça, c'est le moment où la thèse, je sentais que c'était trop. Il y avait trop d'enfermement, trop être devant les ordis, trop de pas bouger, et je supportais plus quoi. Mais le truc merveilleux que la thèse m'a apporté, en fait, tout se tient, tu vois. Il n'y a jamais de hasard en fait dans ce qui se passe. C'est que du coup la thèse elle m'a permis d'avoir des sous. Parce que mine de rien en fait une thèse c'est pas seulement être étudiant, c'est aussi être financé. Donc tu vois, tu as vraiment t'as un salaire en fait, tu es chercheur, un diplôme, tu vois, voilà. Et du coup ce salaire là me laissait aussi du temps quand même, parce que du temps et de l'argent pour pouvoir remonter à cheval. Et là, j'ai recommencé à monter à cheval dans un club, un peu, tu vois, comme ça. Et j'ai découvert la voltige cosaque, qui est une voltige qui est un petit peu spéciale, en ligne droite. Très dynamique. Du coup, et en fait, j'ai adoré. J'ai commencé, je me suis formée. Et du coup, pendant ma thèse, j'ai continué comme ça. Et puis, à un moment donné, je me suis loupée sur ma réinscription en thèse au niveau des financements. Évidemment, j'ai pas eu mes financements pour la suite. Et là, du coup, je me suis dit non, je veux pas continuer au chômage. Et donc, je me suis lancée à fond dans la recherche d'un endroit pour faire du cirque, quoi, vraiment. Et t'as switché complètement. Voilà, dans ma tête, c'était tant qu'à faire, de toute façon, t'as 1 an où t'as pas envie de travailler sur ta thèse et où du coup, tu veux faire autre chose. Tu vois que t'as la voltige, ça te plaît, cherche dans le spectacle. Qu'est-ce qui te plaît vraiment? Ok, là, en ce moment, j'ai envie de spectacle avec les chevaux, j'ai envie d'être avec les chevaux, de faire ça. Donc, je me lance. Et je suis tombée dans un cirque équestre. En fait, j'ai été prise et je suis partie pendant quasiment 1 an en fait, avec eux, en tournée, faire dans différents endroits, en Suisse notamment. Expérience incroyable ça déjà quoi. Tu sors d'une thèse, tu fais du cirque équestre en voltige cosaque. Ouais, je sais même pas comment tu vois, mais si je m'étais posé des questions, en fait, je pense que j'aurais jamais fait quoi, tu vois, Et puis la voltige cosaque pour moi c'est quelque chose de très énergique, t'es à fond dans les tours tout le temps. Et puis aujourd'hui t'es un peu dans l'opposé quoi, on va pas se mentir. Non mais clairement en fait. C'est un peu tout ce qui m'a fait réaliser que j'étais déjà le monde du spectacle ça me correspondait pas du tout. Clairement, que j'étais pas faite pour ça, que c'était, même si j'aimais ce que je faisais, en fait, le monde est très très dur. De fait, t'es toujours en train de déménager, t'es toujours avec, tu vois, tes camions, tes chevaux, t'as que tes chevaux, ton camion, quoi, et ton chapiteau, et voilà. Et du coup, t'es vraiment dépendante de l'accueil des gens, t'es dépendante du lieu, t'es dépendante de ta force physique, en fait. Qu'il y a toujours cette espèce de je tiens, je fais, tu vois. Ok, tous les jours je tiens parce qu'il faut tenir, en fait. Mais non, en fait, faut arrêter de se dire ça. Il n'y a pas à tenir, en fait. Il y a juste la vie, ça doit être simple. La vie, ça doit être facile, ça doit être joyeux, ça doit être cool. Ce qui te correspond, de toute façon, c'est joyeux, facile et cool. Et quand il y a un truc qui n'est pas cool, c'est juste qu'il y a quelque chose que tu dois réajuster. C'est pas que c'est grave, c'est juste que, ok, tiens, c'est ton GPS intérieur qui dit, tiens, ok, là, il faut peut-être que je fasse un peu différemment, que je teste un peu autre chose. Et là, clairement, le cirque, je suis allée au bout du bout de mes capacités physiques, mentales et psychologiques et de résilience. Et j'ai mis 1 an à m'en remettre au niveau physique, si tu veux, 1 an et demi presque. Que mon corps ne voulait plus faire d'efforts physiques. Il y avait une overdose, quoi. Voilà, overdose d'efforts, de trucs, de non, en fait, je veux plus ça, quoi. Et quand je suis rentrée, par contre, je me suis rendu compte que malgré ça, j'avais toujours envie d'être avec les chevaux et que c'était vraiment un truc qui était incontestable, que j'avais quelque chose avec les chevaux, parce que clairement, il y avait ton fil rouge. C'était mon fil rouge. Et que ça devait encore être comme ça, tu vois, que je voulais continuer à approfondir ce que j'allais faire avec eux, parce que si j'avais tenu dans cet enfer pendant aussi longtemps, c'était aussi grâce aux chevaux, tu vois, clairement. Donc, ça, c'était clair pour toi. Ouais, c'était évident.
Je ne savais pas de quelle manière et ça devenait très clair que j'avais envie d'avoir un cheval et une relation spéciale avec un cheval, que je devais trouver mon cheval. Et du coup, le fait de rencontrer ma jument, c'était le début de l'aventure, quoi. Ouais. L'aventure vers moi-même, l'aventure vers les autres, vers comprendre qui je suis, vers comprendre comment, qu'est-ce que c'est qu'un cheval en fait, parce que j'avais passé un an complet à fond dans le cheval, dans, tu vois, le cirque, machin, le spectacle, la haute école, la voltige cosaque, mais j'avais rien compris aux chevaux, quoi. Mais rien, mais vraiment rien, quoi. Et je pense que je me rends compte après coup que même les gens autour de moi n'avaient pas compris grand-chose non plus, même s'ils savaient faire plein de choses, mais il y avait des choses qui étaient... Voilà. Et donc cette jument, elle m'a tout remis à plat en fait. Elle m'a dit bon attends, je vais tout te réexpliquer parce que là en vrai tu comprends rien et clairement je ne comprenais pas. Et je me suis mis en quête de comprendre ce qui lui arrivait, ses problématiques, parce qu'elle était extrêmement anxieuse. C'était une jument qui n'arrivait pas du tout à gérer son émotionnel, du tout. Contrairement à un cheval de cirque qui est tellement droit dans ses bottes, qui fait son truc, qui de toute façon, même si toi t'es stressé à mort avant ton truc, il tient son rôle. Lui il fait t'inquiète poulette, je tiens mon rôle, tu vois. Et donc il connaît son travail et il n'y a aucun souci pour lui de faire son truc, même si la personne à côté elle est comme ça, parce qu'il connaît son truc. Par contre elle, c'était vraiment, elle m'a montré tout ce que j'avais pas compris non plus sur ma gestion émotionnelle à moi. Et en même temps, j'ai cherché des solutions pour essayer de l'aider. Ensuite, chercher au niveau du massage, du corps, comment je pouvais apaiser son corps. Puis ensuite, sur le plan émotionnel. Et du coup, je suis arrivée aux trust techniques grâce à elle, en fait. Et je me suis très rapidement aperçue en trouvant les vidéos de James, James French, qui est le fondateur de la trust technique, qui existe depuis quasiment 30 ans en Angleterre. Vraiment, ça me parlait. Première vidéo qui m'a le plus marquée, c'était avec les lions. J'ai vu ce travail de ce grand gars là qui se pose et du coup qui réhabilite, c'est même pas qu'il apaise un lion, c'est carrément qu'il réhabilite intérieurement un lion qui a été traumatisé dans un cirque, en plus moi qui venais d'un cirque, tu vois, de voir, ça t'a parlé en peut-être aussi, mais le rapport au sauvage, je pense aussi. En disant en fait on peut aider aussi des animaux qui ont eu des graves traumas sans pour autant être invasif et se dire que c'est nous qui sommes acteurs du changement. C'est dans sa façon d'être, c'est d'abord aider l'animal à se relier aux forces en lui qui constituent sa nature sauvage. Donc du tout, de revenir à lui-même, à sa nature en paix en fait. Parce que tous les animaux, tout le monde en fait est profondément en paix avant d'être stressé, frustré, en colère, agacé, enfin tu vois. En paix et joyeux en plus. Voilà, et en plus, et en fait ce lion-là, c'est marrant que tu dis ça parce que ce lion-là, en fait, au début, il était complètement prostré, donc impossible, donc complètement renfermé, impossible d'aller vers l'humain. Dès que l'humain arrivait, c'était trop pour lui, il fallait qu'il parte, il se cachait, il ne voulait pas se montrer. Et en fait, le fait de rester en présence, dans cet état de présence avec lui, en fait, a fait qu'il a pu commencer à s'assoupir et à exprimer des choses. Et puis en fait, le lendemain, il y a eu du jeu. Intérieurement, je me suis dit, waouh, en fait, si on arrive à faire ça comme ça, voilà, il y a un truc là, tu vois, il y a vraiment quelque chose. Et j'ai pleuré pendant 4 jours. Ouais, ça a vraiment été marqué. Ouais, c'était super marquant. Et tu vois, là, en fait, c'est le truc. Je pense que si on veut répondre à des gens qui cherchent aussi leur voie, je pense qu'il y a un moment donné, on n'est pas obligé de pleurer pendant 4 jours, mais il y a un truc qui doit se passer intérieurement qui te met dans un état particulier, non pas de dissociation, non pas de sidération, je sais pas quoi, mais d'élan, d'un coup, de waouh, ça c'est ce que je veux. C'est comme un truc, tu dis, ouais, une vibration en fait, un truc qui est là, ça te fait dresser les poils, tu as envie de pleurer d'émotion, parce que c'est chouette de pleurer, parce que voilà, c'est joyeux, tu as envie de danser, peu importe, mais il y a un élan qui se met en route dans le corps, tu dis je sais pas pourquoi ça me touche, mais ça me touche, et en fait j'ai envie de faire ça. Et quand tu t'imagines en train de faire ça, tu vois, ça t'ouvre quoi. Tu dis waouh, c'est trop bien. Et là, toi, tu as eu ça, et tu devais te réinscrire pour ton année de thèse, du coup. En plus, tu laisses de côté. Non, j'étais déjà en train de recommencer la thèse. J'avais ma jument, mais j'avais la thèse en même temps à finir. C'était reparti, j'avais la thèse, la jument, et j'ai essayé de gérer ma jument comme je pouvais à côté de ma thèse. Et j'étais en train de finir ma thèse un peu en tirant, poussant. Enfin, c'était un peu dur, mais j'ai fini ma thèse. Et la trust technique arrive. Et la trust technique a continué. En fait, elle était déjà dans le processus, mais la trust technique, elle est arrivée juste à la fin de ma thèse, au moment où j'ai eu un post-doctorat. Donc du coup, je continuais dans la recherche. Mais j'avais une certitude, du coup, c'était que je voulais plus faire de recherche dans des choses qui ne m'intéressaient pas. J'ai un doctorat, très bien, maintenant je vais faire de la recherche dans ce qui m'intéresse. Donc je suis allée toquer un peu aux portes des différents labos, et notamment un labo qu'on m'avait présenté, une dame qui s'appelle Jocelyne Porcher,
et qui est sociologue à l'INRA et qui a travaillé moitié de sa carrière, qui était éleveuse à la base et qui est devenue chercheur après coup parce qu'elle voulait aider les animaux en fait dans le cadre du travail. Qu'ils travaillent avec nous parce qu'eux aussi ils le veulent bien et qu'il y a un échange. En fait j'ai commencé un post-doctorat, le travail des chevaux en ville, notamment dans la ville de Vendargues, qui est à côté de Montpellier du coup. Ils font pas du ramassage scolaire? C'est ça, ils font ramassage scolaire avec le cheval et ils font du ramassage des ordures, collecte des ordures. On a fait un premier papier sur les collectifs de travail et essayer de montrer en quoi les chevaux étaient constitués ou pas un collectif de travail en fait, de Vendargues. Il y a un papier qui est sorti, il y en a un autre sur la calèche hippomobile en tant que tiers-lieu éducatif. Donc c'est un tiers-lieu de rassemblement des enfants de différentes classes à l'intérieur de la calèche qui est très spécifique en fait, qui peut être vraiment caractérisé comme tel. Donc voilà, c'est plusieurs choses comme ça qui sont sorties. Il y a un petit projet de bouquin aussi, un petit peu grand public, tu vois, sur le travail comme ça. Donc on a bossé là-dessus, mais en parallèle, moi, je continuais le trust technique. Tu as voulu le prioriser à un moment donné? Ah ouais, il y a eu un moment, il a fallu. Et comment tu as réussi à gérer les deux au niveau organisation du temps? Ça a été compliqué. Ouais, ça a été compliqué. C'est souvent une grande question. Ça a été interrompu. En fait, j'ai eu le temps de faire mon premier terrain en 2019-2020 et ensuite ça a été le gros vide. Ouais. Et en fait, on ne pouvait plus continuer. Du coup, c'était un peu arrêté. Donc on s'est dit, bon, on va continuer avec les données qu'on a. J'ai pu continuer en étant chez moi et en même temps en prenant le temps, la journée, d'aller faire mes consultations, mes trucs pour que ça avance. Quoi. Donc il y a eu un alignement de planète pour toi. Ouais, vraiment, sincèrement. mais tout le long, hein. Sincèrement, depuis le début, ça a été ça. Hein. Tout a été un timing absolument parfait pour que je puisse avoir le temps de le faire. Là, pour développer mon entreprise, j'ai encore incroyable des années une année et demie de chômage qui tombe pour finir l'entreprise, pour que ça continue. Enfin, tout est fait. Tout se combine, je me détends. Ouais, je te jure. Donc il n'y a rien qui crée des frictions, donc tout se fait vraiment tout seul, quoi. Trop bien. Et est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es dit, là ça commence à être compliqué pour m'organiser, où il y a tel frein, où il y a telle peur? Est-ce qu'il y a eu des moments comme ça? Ouais, il y en a eu beaucoup. En fait, il y a eu des moments. Alors autant quand je faisais mon truc de postdoc, pas vraiment. Parce que du coup, j'étais plus occupée et surtout très enthousiaste de découvrir tout ce que je voyais en fait dans le trust technique, quoi. J'apprenais tellement, tu vois, j'étais vraiment... j'étais avide de comprendre. T'avais soif de ces connaissances, de cette façon de faire. Et ça me nourrissait tellement que j'ai envie de te dire, au début, je ne sentais pas trop la fatigue. Et puis par contre, ce qui me prenait de l'énergie, c'était de me rendre compte que l'autre côté, le travail que je faisais en recherche, que j'étais censée faire, parce que j'avais une thèse, parce que gna gna gna, et en fait, il me prenait trop d'énergie et j'y arrivais plus, quoi. En fait, intérieurement, il y avait un truc qui devenait de plus en plus impératif. En fait, la vie, c'est pas une obligation. Et ça me saoulait. Donc en fait, je faisais un truc, mais qui était dur et vraiment, ça me prenait une énergie folle et je voyais que je me mettais au travail, mais que c'était lourd et que ça me tirait vers le bas, que j'avais pas envie de ça. Alors que l'autre côté, c'était léger et tout. Et je pense que c'est juste l'expérience du contraste qui a fait, en fait, ça peut être facile, tu vois, ça peut être vraiment facile. Et plus ça allait, plus j'avais des consultations ou des rencontres avec des animaux, plus je voyais que ça fonctionnait, tu vois. Et comme je voyais que ça fonctionnait, je me disais, en fait, c'est trop ça qu'il me faut. Donc plus ça me mettait un poids sur l'autre côté, que je me disais, je veux plus, mais je veux plus, mais je veux plus. Est-ce que c'est le fait d'avoir eu une échéance où tu te disais, ok, je vais un peu galérer, mais je sais à quel moment ça s'arrête? C'est ça. Ouais. C'est fini et puis que en fait, tu n'y reviendras pas et tu fais un pacte avec toi-même qu'en fait, là, maintenant, tu sais où tu vas et qu'il n'y a plus de raison que ça... Et la difficulté, c'est qu'en mai 2020, pendant le confinement, en plus, je me suis rajouté un truc, c'est que j'ai acheté mon camion. Donc, j'ai commencé à me dire, il faut que je puisse avoir un camion pour pouvoir bouger et faire des choses. Donc, en plus de mon postdoc que j'étais en train de finir, j'avais la formation de praticien qui poussait un peu, mais j'avais quand même les premières consultations, les demandes, les machins. Je me dis, mais j'ai envie d'y aller. Et en fait... Et tu t'es dit, je m'ennuie un peu. Et je m'ennuie un peu. Si j'avais un camion. Ouais, parce que j'avais envie d'avoir mon lieu et je voulais pas m'installer à un endroit. Je voulais vraiment pouvoir aller et je voyais bien que les animaux, il fallait aller là où ils étaient, en fait. Ok, le camion, c'est important, donc il faut que je le fasse. Donc je l'ai acheté et je me suis mis en tête de, je vais le faire toute seule. Je pensais que ça allait prendre 4 mois. Gros challenge quand même. Voilà. Ouais. Ça a pris 1 an et demi. Bon. Et heureusement que j'ai eu des amis formidables, qui sont vraiment formidables, qui m'ont récupéré un peu en mode chez eux. Du coup, j'ai commencé à lâcher aussi sur le fait que oui, il y a des gens qui sont là pour t'aider aussi. Donc ça, je pourrais jamais la remercier assez, tu vois, Céline, si tu m'entends. Voilà. C'est hyper important ce que tu dis, parce que quand on a un environnement justement qui est soutenant, carrément. Ça peut carrément te faire passer une étape à un moment donné où tu es dans le creux. Oui, quoi. Puis j'accepte aussi d'être vulnérable à un moment donné.
Et puis j'accepte que quelqu'un me dise bah viens en fait ça va le faire. En tout cas je te crée les conditions pour que tu puisses continuer ton travail. Ça a été un petit cocon de récupération. Exactement. Ça a été 6 mois. Intenses, mais du coup qui m'ont vraiment permis de reprendre physiquement parce que clairement j'étais épuisée quoi. Et puis de me constituer un endroit où je peux parler, où je suis pas seulement dans mon truc, et donc ça a été super important. C'est primordial. Et une fois que j'ai eu fini, c'était parti quoi. Après c'était parti. Et là il y a toujours, de toute façon c'est comme tous les grands changements, tu vois, tu as toujours un moment où la bascule, le moment où tu changes de vie, c'est à la fois ouais j'attendais ça et en même temps je vois trop bien. Tu vois, voilà. Donc en fait, c'est vraiment un équilibre à trouver parce que c'est le moment où c'est crucial de quand même être suffisamment en forme pour amorcer un changement de vie. En fait, c'est pas seulement un truc, c'est pas anodin quoi. Tout le temps dans la vie, hein, c'est toi qui gères ton état d'être en fait. Clairement, il n'y a que toi qui peux faire en sorte que tu te sentes bien en fait. Ou que tu te sentes mal. Tu vis la situation, c'est toi qui es maître de ça. C'est ça. Clairement. Tu peux aller chercher des gens pour t'aider, des thérapeutes ponctuellement, machin, mais en fait, le travail, c'est vraiment à toi de le trouver et tu vois, tu peux pas toujours compter sur l'extérieur, malheureusement. Et c'est même pas malheureusement, c'est heureusement. Parce que du coup, tu tiens sur tes pieds et c'est là qu'en fait, tu peux commencer à me dire, mais putain, waouh, je suis sortie de ça. Et ouais, j'ai réussi quoi. Donc en fait, pour les prochaines fois où tu auras un coup dur, c'est cool, tu peux compter sur toi quoi. Et encore une fois, on revient à cette histoire de GPS, c'est-à-dire qu'il y a des moments donnés où oui, ça va être difficile, à des moments donnés où oui, ça va être un peu je sais pas trop, mais en fait, si tu arrives à trouver un endroit où tu es sereine avec ce que tu fais et que tu as confiance, que tu sais en fait que ce que tu fais c'est juste, tu vas toujours retomber sur tes pieds. Et si tu acceptes d'être vulnérable aussi, c'est important, à un moment donné, oui, là je lâche, ok, c'est dur, ok, je reste dedans. En fait, la vie, si je lâche prise, à un moment donné, la vie, elle va m'apporter ce qu'il faut, quoi. Et si tu crois à ça, en fait, du coup, c'est même pas croire, c'est juste avoir la certitude profonde que, de toute façon, la vie, elle t'apporte ce que tu vibres et ce que tu intérieurement. Quand tu commences à sentir que ce truc-là, waouh, ça me porte, tu vois, et que vraiment, ça doit être vraiment quelque chose de ressenti, de profond, là, tu sais que tu peux y aller, en fait. Et le problème, c'est que si tu commences à dire, j'ai envie, mais je sais pas, j'ai envie... C'est souvent ce qu'on dit, je veux, et en fait, intérieurement, et en fait, tu vois, ça fait un double truc qui est vraiment dans les deux sens, où tu dis, je veux faire ce truc que je n'arriverai pas à faire, tu vois. Tu t'auto-sabotes, en fait. Si tu es contradictoire dans la façon dont tu dis quelque chose et intérieurement dont tu le vibres, ça peut pas fonctionner. Est-ce que tu aurais un conseil justement à donner pour quelqu'un qui aujourd'hui aurait envie de se reconvertir, a déjà une idée, un truc qui le fait vibrer comme ça, mais qui n'ose pas passer le cap? Le premier truc, c'est déjà d'être en paix avec là où on en est. Parce qu'en fait, le problème, c'est que tant que tu dis « je veux pas être là où je suis maintenant », là, tu as un problème. Tu vibres quoi, en vrai? Tu vibres « je veux pas être là » et « je veux pas être là » et donc je veux plus de ce truc où je veux pas être là, en fait. Est-ce que j'arrive à voir la situation en étant vraiment relax et décontracté avec ce qui se passe? Et à partir de là, quand tu commences à voir ça, du coup, quand tu interroges ton intérieur vraiment profond, de dire « ok, là, maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour être en paix avec cette situation ou pour aller vers ce qui me fait vibrer? Quel est le premier pas? Qu'est-ce que je peux faire? Et là, en fait, il y a quelque chose qui va descendre, toujours. Il y a toujours un truc qui va dire confiance. Alors, au début, tu es là, bon, ça va me faire une belle jambe. C'est merci. Comment je fais ça? Comment je fais? Et du coup, si tu arrives à interroger, à savoir exactement, et c'est ça le discernement, en fait. C'est expérimenter le discernement, c'est savoir, ok, est-ce que cette voix dans ma tête, c'est la voix qui est impatiente ou est-ce que c'est la voix en paix, tu vois? Qu'est-ce qui parle en premier? Tu peux sentir si c'est vraiment profondément la paix ou si c'est un truc qui veut trouver une solution rapidement parce qu'il veut vite sortir de ce truc dans lequel il veut pas être, parce qu'il est en mode panique et PLS, tu vois. Et en fait, c'est intéressant parce que plus tu apprends à revenir au calme, en revenant dans le centrage, dans la paix, dans la présence de tout ce qu'on travaille avec le trust technique, mais en fait, plus tu vides la coupe et plus en fait les choses, la place, la part apaisée, elle va émerger en fait. C'est même pas que tu vas devoir chercher dans ta tête faire un plan machin, c'est que ça va s'imposer. Tu vas dire ok, la première étape c'est pouf, ok, j'ai envie d'aller faire telle chose, à tel endroit, aller voir telle personne, aller à tel séminaire, me former dans tel truc, enfin tu vois, et c'est le premier pas que je peux faire. Ah oui, mais ok, mais j'ai pas d'argent, ok, on se pose, machin, qu'est-ce qui se passe, comment je peux faire? Voilà, et en fait à chaque fois, interroger la part apaisée en toi. Vraiment trouver la paix d'abord en fait. Et ça a été vraiment quelque chose qui m'a permis d'agir à partir de cet espace-là avant tout,
d'agir à partir de la paix. Et là, ce que je suis en train de switcher maintenant, c'est de me dire, ok, maintenant que tu es en paix, que tu sais où tu vas, ce que tu fais, maintenant il faut trouver une étape dans laquelle tu trouves de la joie. Et où du coup tu travailles le sentiment de légèreté, de joie, tu vois, de trucs qui t'emmènent, de trucs qui sortent comme ça. Parce que quand tu es apaisé avec le reste, en général, après il peut émerger ça. Totalement. Mais c'est un entraînement. C'est-à-dire que pour moi, tout comme en fait on peut se laisser tomber dans les émotions négatives parce qu'on les sent, parce qu'elles sont là, parce qu'on les connaît, parce qu'elles sont récurrentes et qu'on les attire et que dès qu'on les sent, on en sent plus. Tu vois, ça, on va en attirer une plus forte, une plus longue, une plus machin et tu t'enfermes là-dedans. Et il faut s'entraîner progressivement à sentir des sentiments positifs. Et ça passe par des choses très très simples, tu vois. Des choses de la vie, d'appréciation en fait. Tu vois, à vraiment apprécier ce qui t'arrive. Mais c'est hyper important tout ce que tu as dit parce que tu as parlé justement de laisser émerger cette voix qui vient de là où tu es en paix, là où tu es aligné en fait. Et là, tout ce qui va remonter, ça va toujours être la bonne direction à suivre. Ouais, et après, tu parlais de prendre le premier pas. Et c'est ça la clé de tout, c'est au lieu de rester, de se dire oh, j'aimerais tellement faire ça mais c'est trop compliqué, c'est quel est le premier petit pas que je peux faire aujourd'hui ? Le premier petit pas apaisé. Et ça, c'est trop important. Parce que le premier petit pas, genre vite, il faut que je fasse un truc, une action pour me dire que je fais quelque chose, en général, tu fais des conneries. C'est important ce que tu rajoutes, ça devient quelque chose que je fais parce qu'il faut que je le fasse, parce que comme ça, je serai rassurée sur le fait que je vais plus être là où je veux plus être. On est encore dans le même truc. Comme pour enlever une pression quelque part. Voilà. Parce que tu fais sans réfléchir, enfin, c'est même pas sans réfléchir, parce que du coup, tu es très dans le mental, donc tu réfléchis, tu dis ouais, je vais faire ça, parce que c'est bien. Et en fait, intérieurement, tu prends pas le temps de savoir, est-ce que ce truc-là, vraiment, ça m'apporte de la paix ? Est-ce que vraiment ça part d'un espace où c'est le truc le plus facile pour moi ? Souvent on se met une barre de taré, je vais faire ça, tu vois. Et en fait c'est trop dur, tu te plantes, tu perds confiance, tu vois, tu sais plus trop. C'est l'effet mur infranchissable. Ouais, c'est ça, tu te mets le truc, ouais, tu y vas, et en fait tu y vas avec la niaque, et c'est cool. Et tu prends le mur. C'est important, et en fait, mais le truc c'est que voilà, il y a plein de petites marches que tu aurais pu mettre pour passer le mur, tu vois. Et en fait, le truc c'est de commencer, ok, ma première marche c'est ça, tiens. Ok, je monte dessus. Ah, ok, comment je vais faire la suite, tu vois. Et du coup, tu prends confiance et tu construis ta confiance comme ça. Et c'est vachement important. Tu peux pas partir du jour au lendemain, tu vois. Moi, je suis aussi évaluatrice des praticiens en trust technique. Donc, du coup, je travaille avec des gens qui sont en train de se former en trust technique. Et on accorde une importance fondamentale au fait que les gens, ils gardent confiance en eux. Ouais. Parce qu'en fait, la source de tout leur travail, il va reposer sur la capacité à croire en eux et à croire que c'est possible, que la paix est derrière tout, tu vois. Donc forcément, il va falloir qu'ils travaillent un petit peu leur confiance en eux et qu'ils ne la perdent pas, quoi. Donc surtout pas aller trop vite et pas aller dans des situations qu'on sent que c'est trop difficile, où on va galérer, on va se faire avoir des retours qui vont nous faire sentir un peu incapables. C'est ultra important de construire sa confiance à soi. Toujours ce juste équilibre entre je sors très légèrement de ma zone de confort, exactement, mais suffisamment pour progresser un peu et prendre confiance, mais pas trop d'un seul coup pour pas faire l'effet inverse. Quoi. Ouais. Ça fatigue. Hein. Quand tu sors et que tu t'as tout donné et que en fait, tu te casses la gueule et que tu dois recommencer, tu perds du temps, c'est dommage. Ouais. Et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que tu fais en trust technique avec les chevaux ? Parce que je t'ai pas expliqué. Et oui, parce qu'on a parlé de plein de trucs, mais on a zappé cette partie-là. C'est vrai. Alors avec les chevaux, mais aussi avec les chats, avec les chiens. Oui, avec tous les animaux des lapins. Et avec tous les êtres, je pense, au sens large. Ouais, voilà, vraiment. Et du coup, le travail en trust technique, c'est comme une méthode de pleine conscience, on va dire, une méthode de méditation, proche d'une méditation, qui aide à apaiser l'activité mentale des gens et des animaux. Donc le principe, c'est de réduire le processus mental. C'est pas seulement de faire dormir les animaux, c'est pas l'objectif, c'est de leur montrer qu'ils peuvent passer d'un état où ils sont assez anxieux à un état un peu moins anxieux. En gros, c'est un peu le principe. Et quand on travaille en trust technique avec un animal et une personne, mon objectif est d'enseigner aux personnes à faire ça avec leur animal. C'est pas seulement moi qui viens faire un soin ou quoi que ce soit, c'est vraiment d'aider les gens et les animaux. Qui puissent reproduire derrière. C'est ça. Okay. Et tout ça est au service du lien. En gros, dans le trust technique, il y a 3 étapes. Il y a la première étape, ce qu'on fait en consultation, en fait, qui est la réponse créatrice et qui est vraiment de créer cet espace apaisé entre la personne et l'animal. Donc, aider l'animal à exprimer la façon dont il va aller vers le calme. C'est vraiment le fait qu'on se mette en présence avec un animal, ça fait remonter des choses à l'intérieur de l'animal qui va exprimer. Et le fait qu'on porte attention à ce qui se passe pour lui, à ce qui remonte, fait que l'animal va pouvoir le lâcher, en fait. D'une façon ou d'une autre. Et il va en prendre conscience et pouvoir le lâcher. Exactement comme nous, dans un travail de développement, en fait.
Et le principe, c'est qu'une fois qu'on a créé ça, que la personne se met en présence avec son animal et que d'une façon générale, il n'y a plus de remontée émotionnelle très forte, que tu vois, l'animal va tout de suite un peu vers des états émotionnels plus calmes, tu sais que là, tu as ton outil pour commencer à aller travailler sur des choses difficiles. Des problématiques. J'ose pas sortir en extérieur, le van fait peur, j'ai peur de tout, je veux pas être séparée d'un autre congénère, je veux au contraire rentrer dans le tas, dans un troupeau, je suis agressif ou peu importe. Et là, avec d'autres chevaux. Et ça, tu introduis le problème, mais du coup au rythme de l'animal, tu vois. Tu vas te servir de ce que tu as appris dans le lien et de ce que l'animal a compris dans le lien pour ensuite améliorer la relation sur quelque chose qui est plus difficile. Et toujours pareil, c'est exactement ce qu'on expliquait avec le passage du mur, c'est en décomposant les étapes au maximum de ce qui pose problème et en revenant à chaque fois à la paix. Tu vois, de créer un truc où, ok, à chaque fois, ok, on avance un peu, mais on attend exactement comme tu disais, tu sors un tout petit peu de la zone de confort, tu regardes comment ça va, tu observes l'animal, tu dis, waouh, ok, je vois que ça va pas, comment tu te sens, est-ce qu'on recule, on recule pas, est-ce que voilà, hop, tac, et si le cheval t'entend, l'animal t'entend à ce moment-là, il va, tu vois, te montrer ce qui ne va pas dans son corps, là, maintenant, avec cette situation. Et quand il t'aura montré, si tu es à la bonne distance au bon moment, pouf, tu te remets en présence, il va redescendre. Et qu'est-ce qui se passe quand tu regardes un problème avec des yeux apaisés? Il n'y a plus de problème, en fait. Tu vois, il faut juste trouver la façon de décomposer suffisamment le problème pour que ce soit acceptable et que ça puisse être fait au rythme de l'animal. Et du coup, tu fais une consultation et la personne, elle a déjà des bases pour pouvoir faire de son côté? Oui, souvent c'est ça. On fait une consultation et la consulte... Alors souvent c'est 1h30 à 2 heures, hein, c'est vraiment un truc où on prend le temps, où je pars pas tant que je vois pas que la personne est vraiment en mesure de travailler avec son animal de façon fluide et qu'elle a bien compris. Elle peut bien sûr me poser des questions après, parce que souvent il y a plein de choses qui remontent après coup. Parce que c'est comme quand tu ouvres des vannes un peu, tu vois, c'est un peu, tu commences à permettre à l'animal de « Ok, je peux parler? Ah bah ok, on va y aller alors. » Tu vois. C'est joli de dire les vannes, moi je dis souvent on ouvre les égouts, mais je reprendrai cette expression-là. J'ouvre les vannes, c'est plus joli, c'est mieux. Et du coup, j'ouvre les vannes, mais en fait, le truc c'est que tu permets à l'animal de montrer, tu vois, qui il est, et en fait, forcément, la personne en face n'a pas l'habitude de voir son animal comme ça, donc ça peut être un peu perturbant, ça peut être waouh, ok, mais je fais quoi maintenant quand il est comme ça? Combien de temps ça va durer? Qu'est-ce que je dois faire, tu vois? Juste tu l'écoutes en fait, tu vois, et puis ça se tasse, ça finit par passer, mais ça demande un suivi. Parce que des fois les gens se souviennent pas de tout, parce qu'ils se prennent tout dans la tête en 1h30. Il faut qu'ils apprennent à être présents eux-mêmes, tu vois. À sentir comment leur animal libère, à savoir le positionnement, de savoir comment on se tient à l'épaule, comment le cheval peut tourner autour de nous pour exprimer les choses. Enfin, il y a tellement d'informations que forcément il y a besoin d'avoir des infos en plus, des compléments d'informations. Et du coup, avec ton super camion, tu couvres quel périmètre? Je vais beaucoup dans la ceinture sud parce que j'ai pas mal de demandes là, parce que c'est là où je peux plus les rejoindre, mais après j'ai pas mal de demandes en Bretagne, en Normandie, dans l'Est aussi. Donc ça t'arrive d'aller un peu partout s'il y a des gens qui sont intéressés pour te contacter. Est-ce qu'on mettra un lien, on mettra ton site internet et puis les liens que tu veux rajouter pour qu'ils sachent un peu où est-ce que tu peux intervenir. C'est ça. Là en juillet, je passe tout le mois de juillet en Bretagne quasiment. Ok. Donc ça va être... Tu vas à la fraîcheur. Voilà, c'est ça, ça va être un peu l'idée. Je triche un peu. Mais c'est vrai que c'est le côté sympa d'être nomade. C'est vrai. Donc voilà. Ok. Donc partout en France potentiellement avec une préférence sur le sud très facile, on va dire. Parce que c'est plus près de ma jument qui est dans le Gers en fait. Donc forcément, je navigue beaucoup. Merci pour ces échanges, je t'en prie, Chloé. J'ai été ravie. Moi aussi. Et j'espère que vous adorerez cette interview autant que moi, j'ai adoré la faire. Merci à toi, Elisa. C'est adorable. Ciao, ciao.